Spin Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Denise, ils sont... Et nous voici dans l'émission secrète de Denise Jardinière. C'est la troisième émission. Et je suis aujourd'hui accompagné de Florian Blache qui joue dans Velouté. C'est à 14h40 à l'Atypique Théâtre. Mais avant tout, je dois vous rappeler que vous pouvez gagner un iPhone 15. Il suffit pour cela de répondre à la question toute simple. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? 1, 3 coups, 2, 9 coups. Il vous suffit d'envoyer 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Florian, tu n'as pas le droit de jouer, enfin tu n'as pas le droit de donner la réponse. Tu peux jouer mais tu peux pas donner la réponse. Voilà, donc je suis, comme je vous le disais, en compagnie de Florian Blache qui est dans la pièce qui s'appelle Velouté, que j'ai vue cet après-midi et que j'ai adoré. Mais on va partir tout de suite dans notre première rubrique qui s'appelle Amanite Phalloïde. Amanite phalloïde. Voilà, c'était le jingle. Mais oui, surprise, il y a Denise Jardinière, enfin la gouvernante, qui vient faire des petits jingles, voilà. Aujourd'hui dans Amanite Phalloïde, j'avais envie de vous partager un texte, une chanson, dans la chanson parlée, d'une artiste que j'ai énormément écoutée en créant, Denise Jardinière, et puis même après, c'est une artiste d'ailleurs avec qui Denise Jardinière a travaillé pour un clip qui s'appelle Débutante. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais la chanson d'aujourd'hui, donc la chanteuse s'appelle Robert. Et la chanson que j'avais envie de vous lire aujourd'hui s'appelle 6 pieds sous terre. Tout est parti, tout là-haut. Ils m'ont dit dans le ciel, envolé, les bons comme les mauvais souvenirs, et les chagrins, dans le ciel, oui, mais aussi les rires. Et moi j'en ai tant besoin, oui, tant besoin. Il faudrait bien ne plus me mentir, car j'ai bien vu que dans le ciel il n'y a rien. Je lève les yeux, le jour, la nuit, ils m'ont menti. S'il y a de l'or, des êtres chers ou des trésors, c'est à main nue qu'il faut chercher. C'est 6 pieds sous terre, c'est 6 pieds sous terre. Et je creuse, car c'est là, c'est sous la terre douce, argileuse, et sous mes ongles, sur mes mains, la pluie coule, elle vient du ciel. Douce, la boue dans mes cheveux est si douce. La pluie ferme les yeux, moi, je ne vois plus le ciel. Soudain, je m'entends rire, quand la pluie sur mes dents vient mourir. Et moi, j'en ai tant besoin. Oui, tant besoin. Autant besoin, il faudra bien ne plus me mentir, car j'ai bien vu que dans le ciel, il n'y a rien. Je lève les yeux, le jour, la nuit, ils m'ont menti. S'il y a de l'or, des êtres chers ou des trésors, c'est à main nue qu'il faut chercher. C'est 6 pieds sous terre. C'est 6 pieds sous terre. Et je creuse, car c'est là. C'est sous la terre douce, argileuse, et sous mes ongles, sur mes mains, la pluie coule, elle vient du ciel. Et je creuse, car c'est là. C'est sous la terre douce, argileuse. C'est 6 pieds sous terre. Parti tout là-haut, ils m'ont dit dans le ciel envolé, les bons comme les mauvais souvenirs et les chagrins dans le ciel, oui mais aussi les rires. Et moi j'en ai tant besoin, oui, tant besoin, il faudrait bien ne plus me mentir, car j'ai bien vu que dans le ciel il n'y a rien. Je lève les yeux, le jour, la nuit, ils m'ont menti. S'il y a de l'or, des êtres chers ou des trésors, c'est à ma nuit qu'il faut chercher. C'est 6 pieds sous terre, c'est 6 pieds sous terre. Je creuse, car c'est là, c'est sous la terre, douce, argileuse, et sous mes ongles, sur les mains, la pluie coule, elle vient du ciel.
douce, la boue dans mes cheveux est si douce, la pluie ferme mes yeux. Moi je ne vois plus le ciel. Soudain, je m'entends rire quand la pluie sur mes dents vient mourir. Et moi, j'en ai tant besoin, oui, tant besoin, oh, tant besoin. Il faudrait bien ne plus me mentir, car j'ai bien vu que dans le ciel, il n'y a rien. Je lève les yeux, le jour, la nuit, il me mentit. S'il y a de l'or, des êtres chers, des trésors, c'est à ma nuque qu'il faut chercher. C'est 6 pieds sous terre, c'est 6 pieds sous terre. Et je creuse, car c'est là, c'est sous la terre, douce, argileuse. Et sous mes ongles, sous mes mains, mes coudes, elle vient du ciel. Et je creuse, car c'est là, c'est sous la terre, douce, argileuse. C'est 6 pieds sous terre, sous terre. 6 pieds sous terre, voilà, de Robert, qui m'a accompagné pendant la création de Denise Jardinière vous invite chez elle, par ses chansons, par ses textes, avec qui j'ai travaillé après justement qu'elle soit venue chez Denise Jardinière sur un clip, sur la chanson Débutante. J'aurai l'occasion d'en reparler. Robert, ça a été souvent un refuge, en tout cas son univers, ses clips, ses images, ses concerts aussi. J'étais allé la voir à l'Olympia, notamment au Café de la Danse et tout ça. C'est des souvenirs très très agréables. Et puis dernièrement, je suis allé la voir au Zèbre de Aménilmontant. Voilà, c'était l'année dernière et c'était incroyable, juste piano-voix. Voilà. Robert, si vous ne connaissez pas cette chanteuse, je vous invite à aller découvrir sur Internet par exemple. Et il est temps maintenant de passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle « Ils sont prêts ». Denise, ils sont prêts. Et voilà, il y a Florian Blache en face de moi qui éclate de rire en entendant ce jingle conçu et réalisé par Denise Jardinière elle-même. Bonjour Florian. Bonjour Thibaut. Alors, dans cette première partie de l'émission, dans Ils sont prêts, on va revenir ensemble sur une anecdote que j'ai beaucoup racontée, mais là, on est tous les deux, donc je pense que ça va être intéressant d'avoir mon point de vue et ensuite toi, ton point de vue, parce que tu es le fameux spectateur, l'unique, qui a assisté à une représentation de Denise Jardinière vous invite chez elle quand je jouais chez moi, et tu t'es retrouvé seul. Tu étais le seul spectateur. Tout seul, et c'était particulièrement déroutant. Déjà, je n'avais jamais fait de théâtre d'appartement, parce que Denise, au début, était dans son appartement. Et en arrivant, effectivement, en ne trouvant personne, je me suis demandé si c'était pas un canular. Parce que très honnêtement, comme Denise ne se dévoilait pas tout de suite, puisqu'elle se cachait un peu, Denise, très timide, personnage effectivement réservé, mystique, on ne sait pas trop qui est Denise. Et j'étais quand même donc le seul à être assis donc en face de sa scène. Et je voyais Denise parfois passer, jeter un regard. Il y avait l'encens, il y avait les bougies, il y avait toute cette atmosphère, je sais, inqualifiable, peut-être un peu morbide, peut-être un peu, je ne sais pas trop, en tout cas quelque chose de très cérémonieux, de très solennel, voilà, c'est le mot que je cherchais vraiment, solennel. Et se trouver tout seul là, j'avais l'impression d'être un peu dans une église, oui, en train de peut-être faire ma dernière prière, avant d'être peut-être sauvagement assassiné par un fou furieux. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Mais oui, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, donc quand j'ai commencé le spectacle, donc je jouais dans mon appartement, dans mon petit appartement rue Montmartre à Paris, et l'information se diffusait uniquement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et d'amis en amis, et nous on se connaissait pas du tout. Pas du tout. Donc tu avais dû avoir l'info sur Facebook, j'imagine, ou par un ami, exactement, un ami d'amis. Et donc tu avais réservé pour ce jour-là.
Et normalement, évidemment, tu n'étais pas seul. Il y avait 2 autres groupes de prévus. Donc, il devait y avoir une quinzaine de personnes. De toute façon, quand je jouais chez moi, c'était toujours entre 7-8 personnes. Bon, je suis monté un jour à une trentaine, mais c'était beaucoup trop pour mon petit salon. Toujours est-il qu'il y avait 2 groupes de prévus. Et je reçois un premier texto d'un premier groupe qui annule 3 minutes avant le début du spectacle en me disant on a des problèmes de transport, je pense que c'était un jour de grève de transport, donc on va revenir la semaine prochaine. Et tu frappes à la porte, parce que dans le petit message que j'envoyais aux gens, je leur disais il faut frapper à la porte, donc je leur donnais le code de l'immeuble, tout ça, il fallait qu'ils frappent à la porte au rez-de-chaussée entre 20h30 et 20h45. Et donc tu frappes à la porte. Et là, je reçois un deuxième texto, et c'est l'autre groupe qui annule. Et donc là, je me dis, j'avais un groupe qui a annulé, l'autre groupe annule, donc il reste un spectateur qui vient de frapper à la porte. Qu'est-ce que je fais ? J'étais en costume, tout était lancé, la musique, le papier d'Arménie, l'encens, effectivement. Et donc, en fait, je me suis même pas posé la question, parce qu'il y avait cette urgence à venir t'ouvrir la porte. Et donc je t'ai ouvert la porte, tu es rentré. Et là, en moi-même, je me suis dit, c'est parti, je joue, donc je vais la jouer pour un spectateur. Tout en sachant intérieurement que ça allait être un peu périlleux, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et du coup, c'est toi qui allais tout faire. Enfin, tu vois, je me dis, mais alors il va faire telle séquence, comment je vais me débrouiller pour ça. Donc, la version a été un peu plus réduite, si je me souviens, je pense qu'on a dû faire 45 minutes. Exactement. Et je me souviens très bien qu'à la fin, tu m'as dit mais c'est génial, donc tu fais tout ça pour un spectateur. Je t'ai dit ça ? Oui. Je m'en souviens pas. Oui, je t'ai dit mais non, normalement il y a un petit peu plus de monde. Et puis bon, après t'es revenu. Mais donc voilà. Et je me souviens que tu m'avais dit ça, j'ai eu peur. Et moi je me souviens très bien aussi que t'avais un sac avec toi. Oui. Enfin, un sac à dos, un sac que tu portais serré sur tes genoux. Mais vraiment le langage du corps. J'étais tétanisé, non, un peu, hein. Ouais. Je pense que j'étais une petite chose fragile à l'époque. Bah oui, non, puis en la plus, vie. Puis en plus, moi, à ta place, je pense que j'aurais pas été très fier non plus. Non, je pense pas du tout. T'avais ton sac, t'es recroquevillé sur toi-même, tu avais ton sac sur les genoux, et petit à petit, au fur et à mesure du spectacle et de la rencontre, tu t'es détendu, et à un moment, t'as posé ton sac au sol, et là, je me suis dit, ça va. Tout va bien, on continue. Je n'ai aucun souvenir de ça, mais t'as raison, c'est assez intéressant sans doute ce mécanisme de protection que j'ai mis en place de façon tout à fait inconsciente en me disant, est-ce qu'en fait c'est vraiment du spectacle ? Parce qu'en plus c'était même l'une des premières, enfin c'est pas la première, mais ça devait peut-être ta 12e, je ne sais pas, oui, tu vois, c'était sur le début. Et donc je m'étais dit effectivement, soit c'est une farce, soit ce n'est pas une farce, mais si c'est pas une farce, je veux quand même en avoir la preuve. Et j'avais besoin effectivement que cette rencontre se fasse dans ce format très particulier, avec ce personnage quand même très particulier aussi. Il pourrait y avoir aussi du théâtre d'appartement, avec des personnages un peu moins impressionnants. Bien sûr, il y en a beaucoup. Voilà, avec une communication qui s'installe. En plus, c'est une communication non verbale, sans spoiler tous les spectateurs qui vont venir te voir à Avignon dans ce format scénique de Denise Jardinière, mais enfin, qui retranscrit très bien l'esprit originel de ce qu'était Denise Jardinière, si ce n'est étendu une salle de spectacle. Enfin, on retrouve la même atmosphère, le même personnage, les mêmes problématiques, la même histoire, la même intrigue. Voilà, c'est adapté à un format salle, mais enfin, dans un appartement, rendez-vous compte quand même de l'expérience particulièrement immersive, là pour le coup. Ah bah oui. Il y a 10 ans, on pouvait parler d'un du théâtre immersif, on était vraiment sur le début du début quand même. Hein. Ouais. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que le théâtre d'appartement, souvent les gens reconstruisent un espace scénique chez eux, et les comédiens viennent jouer, et voilà. Là non, là j'ouvrais la porte, et en fait l'appartement était le décor de la pièce, donc on était tous à l'intérieur, et évidemment j'ouvrais la porte dans le personnage, avec tout était déjà là. Et mais en tout cas, c'était une belle rencontre, parce que ça nous a permis de faire connaissance. Exactement. Voilà. Et puis toi, tu es quelqu'un qui a eu plein de casquettes dans ta carrière. Exactement. Voilà. Tout à fait. Tu n'es pas très vieux, Florian, mais déjà, tu as bien navigué et voyagé. Et pendant le Covid,
tu t'as fait venir Denise Jardinière à Sarcelles pour des collégiens, Absolument. Pour plusieurs représentations, et l'année dernière aussi en À Garges. 2023, voilà, Absolument. à Garges. Mhm. C'était, je me souviens, la veille du départ pour la Nouvelle-Calédonie. Tout à J'avais fait. joué à Garges Tout à fait. pour Halloween. C'était le 31 Oui. octobre. Pendant la vacance de la Toussaint, absolument. Voilà. Mhm. Et voilà, donc c'est une belle histoire. Une histoire entre, qui s'est construite voilà. sur des années, Ben oui. entre toi, entre Denise et moi. Voilà. Presque une triangularité. Ah bah d'ailleurs, il y a un spectacle qui s'appelle Triangulaire qui joue à la tâche d'encre. Je l'ai pas encore vu. Ah, d'accord. c'est- Voilà, mais donc J'irai me rencarder. Voilà, Triangulaire. Florian, donc on le disait, tu es venu voir Denise Jardinière et ensuite tu l'as invité à aller jouer à Sarcelles, à Garges. Et maintenant, j'ai envie qu'on parle un petit peu de toi. Et donc, on va passer tout de suite à la rubrique suivante qui s'appelle Chin Chin. Chin, chin. Bah oui, Chin Chin. Alors, on va trinquer. C'est l'heure de l'apéritif. Ouais, on va trinquer à l'eau. À la Chin Chin. ceinture, absolument. Mais il faut pas dire de nom de marque. C'est vrai, on n'a pas le droit. Donc de l'eau. Juste Voilà, de l'eau. c'est De l'eau en bouteille. C'est de l'eau en bouteille. et donc, là, tu arrives à Avignon en tant que comédien. Oui. Bon, tu faisais déjà du théâtre depuis Oui, des années. Bien sûr. Hein, c'est pas un vrai début. Non. Mais en tout cas, là, c'est avec cette casquette que tu es ici, la casquette de comédien et de producteur. C'est toi qui produis la pièce. Quand est-ce qu'est né ce projet de velouter ? Ce projet, j'y ai songé l'été dernier, juste avant de venir à Avignon. En fait, je cherchais une comédie un peu loufoque, un peu absurde, ni tout à fait théâtre privé, ni tout à fait théâtre public. Je voulais quelque chose d'un peu entre deux, un peu hors case. Et je me suis rendu à la librairie théâtrale à Paris, en leur demandant « Qu'avez-vous à me conseiller pour 3 personnages ?» Je voulais en fait faire une pièce à 3. Je m'étais dit que c'était un bon chiffre. J'avais envie d'aller dans ce sens-là. On m'en a conseillé 3. Je ne saurais même pas te dire quelles étaient les 2 autres pièces. La seule que j'ai lue, c'était Velouté de Victor Chaim. J'ai tout de suite accroché par son caractère assez, incongru. Je l'imaginais de façon assez surréaliste. Moi, le côté réaliste de l'entretien d'embauche m'intéressait pas trop. Je le voyais vraiment dans autre chose. Et j'avais déjà cette envie de travailler avec Sylvie Laguna, qui est donc notre metteuse en scène, en lui confiant les rênes de ce projet. Et finalement, je me suis rapproché de Victor Chaim très rapidement. On a pu échanger ensemble, il m'a donné sa confiance. Et l'histoire est partie un peu comme ça. C'est une belle histoire, Oui. et on va continuer d'en discuter juste après cette petite pause musicale. A tout de suite dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et nous revoici dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis accompagné aujourd'hui par Florian Blache, que vous pouvez retrouver tous les jours pendant le festival à l'Atypique Théâtre à 14h40 dans Velouté. On en reparle dans un instant, juste après que je vous ai rappelé les règles du jeu. La question toute simple à laquelle il faut répondre pour gagner un iPhone 15, la voici. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? 1, 3 coups, 2, 9 coups. Envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h pour gagner un iPhone 15. Florian, nous parlions de Velouté, donc la pièce dans laquelle tu joues. Donc c'était la 3e aujourd'hui, hein, c'est ça, c'est le début du festival. Tout à fait. Je l'ai vu cet après-midi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai adoré. J'ai passé 1h15 de folie. C'est très atypique justement d'en parler par rapport au nom du théâtre. À l'Atypique Théâtre, il y a une pièce atypique qui pourtant a un pitch qui peut paraître très concret, c'est-à-dire que c'est un entretien d'embauche. Oui, très banal d'une certaine façon. Voilà. Ça n'est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche, mais un entretien au cours duquel on ne parle quasiment jamais du poste. Non. Donc Non. c'est quand même relativement pas conventionnel, et surtout les questions du recruteur, qui sont quand même parfois soit complètement dérangées, soit complètement, inhabituelles, insolites, Hors de propos. hors de propos. On ne teste pas tout à fait finalement le candidat sur ce pourquoi il est censé être embauché. On finit par révéler à un moment donné quel est l'emploi en question, mais c'est presque balayé de façon très anecdotique dans l'écriture. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette pièce, c'est qu'on n'est pas du tout en fait dans une convention réaliste. On est dans quelque chose de, je ne sais pas moi, surréaliste, ça sans doute. Une fantaisie. Fantaisiste, je pense que c'est le bon mot, fantaisiste. Et
le candidat, il ne sait pas trop sur quel pied danser quand même, hein, parce qu'il est vraiment dans le besoin, il a vraiment, vraiment à tout prix besoin de travailler. Il est sans doute en fin de droit, il est dans un désarroi, il a perdu confiance en lui-même, il le dit aussi à un moment donné. On le ressent très très fort, très fort dès le début. Il est dans une panique intérieure comme ça, très exubérante. Enfin, son angoisse, elle est palpable. Il a besoin de ce job. Oui, c'est viscéral, il a besoin pour vraiment manger, payer son loyer, enfin voilà, assumer sa vie, de prendre ce poste-là. Donc il sera prêt à tout, même donc à répondre aux questions les plus désopilantes, ou venir commenter, donner un avis quand on lui demande sur des sujets sans aucun rapport avec le poste. Jusqu'à ce que le recruteur lui donne une mission. Alors je ne sais pas si on va parler de la mission, parce qu'on spoil peut-être un peu, mais il lui donne quand même une mission très particulière. La mission est très particulière, en fait, c'est un cas pratique qui va venir valider le fait qu'il obtienne ou non le poste. Et la mission, c'est d'aller rencontrer l'épouse du recruteur. Alors effectivement, il y a passé l'étonnement, enfin, on se dit c'est une supercherie ou pas, il y va vraiment. Et donc le but, c'est d'aller simplement prendre des renseignements, observer, savoir s'il a un sens de l'observation qui est plutôt aiguisé, est-ce qu'il peut lui rapporter des détails, a priori, voilà, il est ce côté un peu voyeuriste quand même du recruteur. Et il va tomber, je pense, sur un deuxième personnage assez fou, un peu. Parce que l'épouse du recruteur, elle en a une couche. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est-à-dire que la folie, elle est chez les trois personnages. Bien sûr. Elle est chez les trois. Mais c'est vrai que quand on découvre l'épouse du recruteur, waouh, c'est un tourbillon. Un tourbillon de joie, un tourbillon par moments de profonde solitude, de profonde... on pourrait presque dire peut-être de pathologie un peu mentale. Hein. Est-ce qu'elle est bipolaire? Est-ce qu'elle est schizo? On ne sait pas trop dire. Où est-ce qu'elle joue un rôle? Mais je me suis posé la question, moi aussi. Enfin, ça, je me dis, est-ce que c'est de la folie? Parce qu'on a l'impression qu'elle a plusieurs personnages en elle. Elle le dit même. Hein, j'ai un policier dans mon cerveau. Enfin, bon, des choses comme ça. On se dit, elle a plusieurs personnalités. Elle est multi-personnalité. Et puis ensuite... on ressent, enfin moi ce que j'ai ressenti très 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 fort, c'est peut-être l'ennui de ce couple qui les aurait guidés à aller jusque-là. Peut-être. C'est peut-être ça. Et en même temps, ce recruteur qui est quand même pas tout blanc, clairement, il a sans doute effectivement commis peut-être quelques méfaits. Enfin, il jongle avec la légalité, avec ce qui est moral, ce qui est immoral. Enfin bon, il baigne dans quelque chose, il trempe dans quelque chose de pas sain. Il emmène beaucoup sa femme, on a l'impression, dans ce milieu-là. Elle est sans doute victime de ce système-là, mais on ne sait pas effectivement si elle est vraiment folle ou si elle se fait passer pour folle et ou si elle espère un jour arriver d'une certaine façon à sortir de ce couple qui l'enferme, de ce carcan. Complètement, moi je suis passé des deux côtés, c'est-à-dire qu'au début je l'ai vue comme une victime, la femme vraiment comme une victime, dans cette scène où justement où le candidat remplit cette mission d'aller espionner la femme du recruteur. Donc on a l'impression que ce personnage de cette épouse est une victime, et puis ensuite ça rebascule et en fait elle tient quand même pas mal les rênes quelque part de la chose. On va pas raconter la fin parce qu'il faut laisser la surprise, mais voilà, c'est-à-dire qu'on passe vraiment on va de surprise en surprise. C'est incroyablement interprété, vraiment. Moi je te découvrais en tant que merci comédien beaucoup, en tout cas. Donc Florian, non, les trois, chacun dans votre personnage, vous allez au bout du personnage tous les trois. Il y a quelque chose de enfin voilà, jusqu'au bout des ongles, dans la voix, dans le corps, dans la direction, dans le mouvement, dans la gestuelle, dans cette chose qui vous êtes incarné, possédé. Enfin, il y a quelque chose de ces trois personnages possédés par leur névrose. Et c'est ce personnage que toi tu interprètes, c'est donc le recruteur qui est tyrannique, despotique, à souhait. C'est vraiment, voilà, je pense qu'il reçoit des candidats, c'est mon interprétation, il reçoit des candidats régulièrement. Pour moi, c'est un peu sa pause goûter. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? À 16h, on va peut-être passer ses nerfs, ou on va peut-être jouer. Comme on jouerait avec n'importe quel insecte, on pourrait être un peu cruel avec lui. Lui, c'est un peu son passe-temps. C'est le moment où son petit pouvoir, il va pouvoir l'exercer parce que ça lui fait du bien. Je pense qu'il y a ce côté-là. Évidemment, c'est un personnage pour lequel on n'a aucune sympathie. Non. C'est-à-dire qu'on le déteste dès les 2 premières répliques. Je pense. On le déteste parce qu'en fait, il nous ramène à tous ces personnages qu'on a croisés qui justement usent d'un petit pouvoir
pour rabaisser les gens. Oui. Et ça, c'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure, de très actuel, c'est bon qui dépasse le temps. Oui. Mais quand quelqu'un a une emprise sur quelqu'un d'autre, en fait, c'est-à-dire prend le dessus et emprisonne quelqu'un dans un lien comme ça, très, très pervers, rassure-moi, c'est pas toi. C'est, je pense, j'espère, aux antipodes de qui je suis, et c'est ça aussi qui est très jouissif, c'est de jouer sur scène ce qu'on ne peut ou ce qu'on n'est pas ou ce qu'on ne doit pas, peu importe, être dans la vraie vie. Ça, c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi à jouer avec ce genre de personnage, et notamment dans cette approche quand même de la perversion, c'est que bien sûr, même si on sent qu'il est détestable, il est quand même relativement sympathique, ce personnage. Ah oui, dans la forme. Bien sûr, dans la forme, c'est quelqu'un de très sympathique, souriant, courtois. Bien sûr. Enfin voilà, il a quand même quelque chose de relativement, de prime abord, sympathique, très souriant. Donc c'est ça, c'est vraiment le mal qui se cache dans les tréfonds du personnage. Et le diable. Le diable habite le recruteur. Et ce qui est d'ailleurs assez marrant dans cette pièce, c'est que le recruteur n'a pas de prénom. Le recruteur, finalement, je me suis fait la remarque récemment, en fait, il n'a pas de prénom. C'est marrant, il est impersonnel, il n'a pas d'identité. Finalement, c'est peut-être un recruteur comme un autre. Peut-être un salaud comme un autre, parce qu'il y en a plein. Le monde est malheureusement rempli de gens qui cherchent à, prendre le pouvoir, à avoir l'aval, l'ascendance sur les autres. Sûr, donc il est pas du tout, c'est une personnification presque d'une certaine façon de ce que peut être l'emprise, ce personnage-là. Il est tellement effacé d'une certaine façon. C'est pas vrai. lui qui compte. C'est pas le personnage central, je dirais, de la pièce d'une certaine façon. Les trois personnages, ils ont tous une importance. Ils se répondent. Tous, bien sûr. C'est un trio, ouais. Vraiment. Ouais. Mais le personnage, en tout cas, du candidat, c'est pour lui l'enjeu surtout. Et alors, tes deux camarades de jeu sont Shirley Cocker dans le rôle de Chloé, qui est donc l'épouse du recruteur, et Aurélien Oesterlin, qui est dans le rôle de Jonathan, qui est donc le candidat qui tente de décrocher le poste. Ok, donc moi je les ai découverts, c'est des artistes que je ne connaissais pas encore. Comment s'est monté le projet ? Comment c'est toi qui les as recrutés pour le coup ? Oui, c'est moi qui les ai recrutés aussi dans la vraie vie. Parce que tu es producteur du spectacle en plus d'être interprète. Et oui, je produis aussi notamment depuis l'année dernière Identité, qui est un spectacle de danse et de violon avec Catherine Lara au violon et une troupe de breakers, de breakdance et de hip-hop. Donc ça c'était mon premier spectacle, et mon deuxième c'est donc Velouté. Et effectivement, j'avais envie de travailler depuis un certain temps avec Aurélien et avec Shirley, dont j'ai fait la rencontre il y a quelques années, qui sont devenus des amis. Et quand j'ai lu la pièce, pour moi, c'était évident que c'était eux qui devaient endosser ces casquettes-là. C'était extrêmement évident pour Shirley, dont j'aime beaucoup le petit pétocasque dans la vie. Je trouve que le personnage lui sied à merveille. Et pour Aurélien, je trouvais qu'il y avait aussi une matière très intéressante, un terreau très intéressant à défendre avec ce personnage. Donc je suis très content du casting et très content aussi de ceux dont je me suis entouré dans l'équipe créative. Ils sont quand même nombreux, heureusement, à m'avoir épaulé. Oui, donc à la mise en scène, c'est Sylvie Laguna. Sylvie Laguna, que tu connais donc un tout petit peu pour avoir déjà travaillé à peine avec... oui, voilà, on a travaillé quelques scènes il y a très longtemps. Qui est une comédienne aussi, avant tout comédienne, absolument incroyable, extraordinaire, qui peut jouer tous les personnages, vraiment. Enfin, voilà, elle est très surprenante. Catherine Lara, qui m'a rejoint aussi sur cette aventure, mais en tant que compositrice, qui m'a composé des tangos très serrés, qui suivent la dramaturgie de la pièce. Catherine Lara a composé tous ces tangos pour Velouté. C'est vraiment elle a pris création 2 jours en studio pour faire exactement. Elle est venue voir un filage en mars. On était à peine en train de commencer à filer, mais c'était pour qu'elle ressente l'émotion et l'énergie. Et qu'on lui dise, voilà, à tel moment, nous on veut ça. On a passé une commande d'une certaine façon. Elle nous a, du premier coup, donné exactement ce qu'on voulait. Elle l'a fait en 2 jours. Voilà. Oui. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est tellement. Enfin, c'est évident. Il y a une évidence quand on entend la musique, on voit. Enfin, tout est tellement fluide, tout est tellement posé là au bon endroit. On avait besoin de cette couleur hispanique parce que finalement cet affrontement entre ce candidat et ce recruteur a été pensé par Sylvie Laguna comme une sorte de, je sais pas moi, de ballet tauromachie. Bah oui, c'est ce qu'on voit, c'est la corrida quoi. Donc il y a ces clins d'œil, d'où les tangos aussi de Catherine Lara, d'où Reda, qui est quand même un grand chorégraphe qui nous a effectivement largement aidé aussi dans la gestuelle, pour les passes du toréador, et puis la posture aussi du taureau. Il fallait du temps pour arriver à trouver ce que c'était être un taureau aussi dans son corps. Bien sûr, ouais. Et puis bien sûr, j'ai des super scénographes, Agathe Mondani et Clotilde Deneyer, Dimitri au costume. J'ai une grande équipe pour un
pour l'instant, petit projet qui débute, mais on avait besoin en tout cas d'une agrégation de talents pour répondre à cette folie et relever ce challenge sur une pièce qui n'est pas simple de prime abord parce qu'elle part un peu dans tous les sens, cette pièce. Donc pour arriver à la pitcher, on la pitch assez facilement, mais il faut arriver à y entrer d'une certaine façon dans cette pièce qui est particulière. C'est vrai. D'ailleurs, moi, il m'a fallu, mais bon, c'est comme la plupart des pièces, hein, mais c'est vrai qu'il faut toujours quelques petites minutes pour savoir où on est en fait. Et bon, moi, j'ai embarqué tout de suite. Enfin, de toute façon, quand le jeu est là, on rentre dans le jeu, quoi. Donc, comme le jeu était là tout de suite, moi, vraiment, j'ai plongé. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais c'est un recrutement. Donc, en fait, il est en train de passer un entretien d'embauche. Mais que c'est bizarre comme entretien d'embauche. C'est pas classique, quoi. C'est pas comme ça, normalement, un entretien d'embauche. Et voilà. Et c'est là qu'après, on part dans cette fantaisie. Incroyable. Je suis vraiment très heureux de l'avoir vu. J'encourage tous les gens à aller le voir. Ça s'appelle Velouté. C'est au théâtre à l'Atypique Théâtre à 14h40 tous les jours pendant le festival. Vous avez des relâches ? Sauf les mardis, voilà. Tout à fait. Donc pas le mardi 9 ni le mardi 16, mais sinon tous les jours jusqu'au 21. C'est très vrai, exactement. Voilà. Et donc tu es producteur. Le projet, il est né quand, tu m'as dit ? Le projet a commencé à naître en juin 2023. D'accord, donc c'est un projet qui t'a mis, qui a pris à peu près une année pour... Une année parce qu'aussi on a tous d'autres casquettes à côté et qu'en fait, voilà, en temps normal, on aurait pris sans doute 6 semaines et voilà, plus ou moins éparpillé dans le temps, mais voilà, ça serait fait en 6 semaines. Là, ça s'est fait plutôt en une année. Le temps aussi, je dirais, d'arriver à faire en sorte qu'on trouve le bon axe pour cette pièce, parce que Victor Haïm écrit infiniment bien, mais la pièce, effectivement, elle a aussi c'est côté un peu bavard par moment, donc en fait, il fallait qu'on trouve le moyen de mettre en valeur tout le potentiel de cette pièce et toute la bizarrerie qui est assez extraordinaire à exploiter. Et c'était nécessaire de passer par différentes étapes de travail pour arriver à trouver la forme et le fond. Est-ce que tu veux bien me raconter ta rencontre avec Victor Haïm ? Et on fait ça juste après la pause musicale. Avec plaisir. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et nous revoici pour l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie de Florian Blache, que vous pouvez retrouver tous les jours du festival à l'Atypique Théâtre à 14h40 dans Velouté. Tout à fait. Il me faut vous rappeler le jeu pour gagner un iPhone 15. Et c'est pas rien, un iPhone 15 tout de même. Speed Radio vous offre un iPhone 15. Donc là, la question à laquelle il faut répondre est toute simple. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? 1, 3 coups, 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h pour gagner un iPhone 15. Donc Florian, avant la pause musicale, je te proposais de nous raconter ta rencontre avec l'auteur de Velouté. Comment ça s'est passé ? Ça s'est merveilleusement bien passé. Il a été extrêmement attentif à ma proposition, qui était de remonter sa pièce et de proposer une autre approche, sans doute très éloignée de celle qu'il a jouée lui dans les années 90, parce que Victor Haïm a écrit cette pièce, mais tenait aussi le rôle du recruteur avec celle qui était réellement son épouse dans la vraie vie. Oh. Et donc, évidemment, vous n'allez pas repartir sur cet axe-là, déjà parce que j'ai pas d'épouse, et d'autre part aussi parce que je voulais justement m'affranchir du réalisme et d'en faire une pièce qui aurait une portée peut-être un peu plus universelle et un peu plus, sans doute, barrée. Il m'a relativement donné carte blanche en me disant qu'il me faisait confiance. Bien sûr, je lui ai dit que j'amenais aussi Catherine Lara dans la balance, qu'il connaît depuis... peut-être 60 ans, je n'ai pas osé dévoiler l'année, mais elle sortait du conservatoire, ils étaient amis, ils vivaient déjà dans le même appartement à 30 ans, Victor Haïm, en plein cœur de Paris. Elle allait chaque soir, enfin pas chaque soir, souvent chez lui en tout cas, jouer de la guitare, jouer du violon. Il y avait une grande complicité avec son ex-épouse Catherine et lui, et donc c'est avant tout une histoire d'amitié. Quand il a su que il y avait Catherine Lara aussi dans la balance, il s'est dit à un moment donné peut-être que les planètes s'alignent et qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec cette pièce. Il avait déjà vu Sylvie Laguna aussi dans une pièce au Théâtre du Rond-Point, donc il connaissait un tout petit peu aussi sa folie douce et il comprenait, je pense, à peu près où on voulait aller. Et voilà, et ça a démarré aussi simplement que ça, et on s'est fait des points d'étape, 2-3 points d'étape, je l'ai revu, je lui ai donné des nouvelles, et il a découvert sur une avant-première la pièce il y a pas longtemps, peut-être 2 semaines, et voilà, il nous a dit que c'était pour lui le meilleur montage qu'il ait vu de la pièce depuis sa création, que ça surpassait même sa propre version à lui, donc c'est une belle récompense. Venant de la part de Victor, qui a un vrai franc-parler, qui dit vraiment les choses, et c'est assez rare dans ce métier, je le remercie.
Oui, après, pour un auteur, je pense que ça doit être... c'est quelque chose de particulier quand même, de faire monter... Enfin, que l'œuvre soit montée d'une autre façon, peut-être différente de sa vision à lui, etc. C'est jamais facile. Et je pense qu'il aime les approches un peu aussi avant-gardistes et un peu, sans doute, déjantées. Et puis, il y avait sans doute également une émotion pour lui parce que son épouse est décédée il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 2 ans. Voilà, Victor Haïm, il a 89 ans. Enfin, voilà. Il regarde aussi un peu la fin de sa carrière, même s'il est encore très actif, puisqu'il joue tout l'été dans Un lézard chez ma psy. C'est ce que tu m'as dit tout à Théâtre l'heure. du Cabestan, quasiment en même temps que nous à 14h20. Donc si vous allez voir Velouté, vous pouvez aussi alterner le lendemain avec Un lézard chez ma psy au Théâtre du Cabestan. Mais il est toujours extrêmement énergique, c'est un personnage, Victor Haïm, hein, c'est un monstre sacré du théâtre, qui a fait les belles heures du Tête de Poche Montparnasse dans les années 60 ou 70. Enfin, c'est un personnage, vraiment. C'est à 14h20. Hein. À 14h20 pour Un lézard chez ma psy et 14h40 pour Velouté. Donc voilà, il faut rester au moins 2 jours au Festival d'Avignon pour voir les deux. Bah oui. Mais ça vaut vraiment le coup de le voir. Sur scène. Ah, mais tu me donnes envie. Tu me donnes envie parce que moi, c'est un vrai clown, Victor Haïm. J'ai une fascination et pour les clowns et pour... oui. Enfin, je trouve que les comédiens âgés, les comédiens, quand je dis comédiens, c'est comédiennes et comédiens âgés au théâtre, c'est incroyable. Je trouve qu'arriver à 89 ans et être debout sur les planches et de jouer... et ça raconte quelque chose de tellement fort pour moi. J'ai l'impression qu'il y en a tellement qui abandonnent avant, enfin je sais pas, qui quittent le navire, qui s'en vont vers d'autres aventures peut-être encore plus belles pour eux, mais ce que je veux dire, c'est que être là sur scène à ces âges-là, ça me bouleverse. C'est quelque chose qui me touche énormément et je trouve que c'est à chaque fois que j'ai vu comme ça des artistes âgés, alors bon, je sais pas à partir de quel âge ça commence, mais en tout cas, c'est à chaque fois, moi, ça me bouleverse. Moi, quand je le vois, je l'ai vu 2 fois sur scène. À chaque fois que je le vois, il y a effectivement moi aussi une vraie émotion qui me transperce. Cette même émotion que j'ai pu ressentir quand j'ai vu Michel Galabru, peut-être 2 mois avant son décès, il y a je sais pas une dizaine d'années, dans son propre théâtre, au théâtre Michel Galabru. C'était voilà, quelque chose, quoi. Et surtout quand on voit à la fois cette fragilité et en même temps cette agilité, l'expérience, la sérénité aussi, avec du stress, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être stressé quand on entre sur scène, voilà, mais une maîtrise en même temps, voilà, aussi une candeur, il y a presque comme s'il y avait un renouveau, presque comme s'il redécouvrait, moi je trouve ça aussi un peu, la façon d'interpréter, de jouer. Mais d'une autre façon. T'entends parler, t'as dit le mot clown et je pense que c'est indissociable de l'enfant intérieur qui existe chez les comédiens. Et chez Victor, c'est très présent. Ah bah, c'est un farceur, Victor Haïm, vraiment. Tu m'as vraiment donné envie d'aller le voir. Les cabotins sur les bords. J'irai. Promis. Et il reste quelques minutes. T'as vu, je t'avais dit, ça passe très vite. Tu as raison. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec les auditeurs de Speed Radio? J'imagine que t'as pas encore eu le temps de voir toi d'autres pièces. Non, j'ai pas vraiment eu le temps. Il y a quelques coups de cœur, en tout cas de mon entourage. Moi, je suis pas encore allé, mais un vrai coup de cœur pour Hold Up. Qui parle justement du vieil âge. À 10h du matin, je ne sais plus dans quelle salle, mais vous retrouverez ça facilement sur Internet. J'aurais voulu être Jeff Bezos aussi, qui fait partie de coups de cœur de mon entourage. Je pourrais en citer tellement. Voilà. Cette année, il y a beaucoup de reprises, mais c'est pas plus mal. Il faut en profiter pour aller les voir, parce que dans les reprises, il y a beaucoup de bonnes choses. Et il faut vraiment, c'est un acte pour moi militant en ce moment d'aller au théâtre. Il faut encourager le Festival d'Avignon. C'est une période qui est difficile dans un contexte politique, socioculturel qui est tendu. Donc je pense que c'est important de se servir de l'art pour se déconnecter aussi un peu de ces moments de guerre, d'affrontement, de pauvreté, on a besoin de rêver, on a besoin de s'évader, on a besoin de vivre dans un autre espace-temps. Le festival s'y prête très bien. Il fait en plus une température plus que correcte, donc franchement on se sent très bien. Pour le moment, on n'a pas trop chaud. Pour le moment, on n'a pas trop à s'en plaindre, mais c'est très important en tout cas de se dire que en tout cas ce qu'il nous reste dans ces périodes difficiles, périlleuses, où les enjeux sont forts, c'est quand même l'art. Et c'est quand même, je trouve, une bien belle philosophie de vie. Je suis complètement d'accord avec toi, et la merveille du festival d'Avignon, le festival Off et le festival In, c'est qu'il y a des propositions pour tous. Il y en a pour tous les goûts, et je trouve que chaque année, parce que toi et moi ça fait quand même déjà un certain temps qu'on fait le festival d'Avignon d'une façon ou d'une autre, spectateurs ou professionnels du spectacle vivant, il y a une magie qui opère chaque année.
Mais oui. Chaque année, il y a une ambiance différente. C'est-à-dire que on y va pour retrouver l'ambiance de l'année d'avant et elle n'est plus là. Et c'est autre chose que tous les artistes créent ensemble avec les spectateurs, le public qui vient voir, qui pousse les portes des théâtres pour aller découvrir, par exemple, Velouté au théâtre atypique. Il me reste quelques secondes pour vous parler des QR codes. Eh bah oui, Florian, t'étais pas au courant, mais Denise Jardinière a caché des QR codes dans Avignon. Et il vous suffit de les flasher, là, de les scanner avec votre téléphone et ils vous emmèneront vers des indices. Je ne peux pas en dire plus. Et il y a peut-être parmi eux un QR code d'or. Je n'en dis pas plus. Ils sont bien cachés, hein, donc il faut ouvrir l'œil. Mais si vous voyez un QR code quelque part, scannez-le, on ne sait jamais. Ce sera peut-être un petit secret. Pour gagner un iPhone 15 peut-être. Non, l'iPhone 15, c'est pas ça. Non. Ça, c'est le jeu du QR code qui n'a rien à voir avec l'iPhone 15. Et ben, merci beaucoup, Florian. Merci Thibaut de ton invitation. Blash. Et puis moi, je vous dis à demain pour la 4e émission déjà. À demain. Bon festival à tous.